ensuite à composer un gouvernement. Sinon, la France pourrait entrer dans une crise politique encore plus grave. Merci beaucoup Mathilde pour toutes ces précisions en direct de l'Elysée ce soir. On va donc d'abord revenir sur cette allocution d'Emmanuel Macron. Il a d'abord ce soir réagi à la motion de censure. Il dénonce, je cite, un front anti-républicain. On écoute ce premier extrait. Hier donc, le gouvernement a été censuré. Et cela, malgré les concessions faites par Michel Barnier à l'ensemble des groupes parlementaires. Il a été censuré, ce qui est inédit depuis 60 ans, parce que l'extrême droite et l'extrême gauche se sont unis dans un front anti-républicain. Et parce que des forces qui, hier encore, gouvernaient la France ont choisi de les aider. Bon, Emmanuel Macron qui visiblement se dédouane. Comment vous percevez ces mots d'Emmanuel Macron ce soir sur cette motion de censure? Mais c'est hallucinant parce qu'à la fois il dit qu'il est responsable de rien, il est juste incompris. Ensuite, il traite de front anti-républicain celles et ceux qui ont voté la motion de censure, qui fait partie de notre Constitution. C'est ce qu'a dit Marine Le Pen ce soir. De la part d'Emmanuel Macron qui, rappelons-le, a organisé la dissolution pour éviter une motion de censure et qui n'a pas voulu respecter le vote des Françaises et des Français. En fait, Emmanuel Macron a un problème avec la démocratie. Et je lui propose simplement de respecter la démocratie. Les Françaises et les Français ont voté aux dernières législatives en mettant le nouveau Front populaire en tête. Donc qu'il arrête de s'obstiner à vouloir à tout prix que ce soit toujours la même politique, qu'il arrête de faire ce qu'a fait Barnier quand même ces 3 derniers jours, c'est-à-dire d'essayer de tout faire pour avoir un accord avec l'extrême droite, alors qu'il a été élu par 2 fois en promettant de lutter contre l'extrême droite. Beaucoup de parlementaires macronistes ont été élus grâce au barrage républicain. Et les voilà qui refusent de respecter juste une chose, la démocratie. C'est le programme du nouveau Front populaire qui a été placé en tête. Donc, le gouvernement qui peut être légitime, c'est un gouvernement issu du nouveau Front populaire, sur la base du programme du nouveau Front populaire. Là, il dit quoi? Il dit qu'il ne faut pas proposer un gouvernement d'intérêt général. Donc, déjà, il reconnaît que Barnier ne défendait pas l'intérêt général, mais l'intérêt particulier des ultra-riches, mais qu'ils disent pour faire quoi? Nous avons été élus sur un programme. Alors justement, on reviendra un petit peu plus tard sur l'après-Barnier. Mais d'abord, sur cette allocution d'Emmanuel Macron, Guillaume Carillon, il a donc renvoyé dos à dos l'extrême droite et l'extrême gauche, ce sont les formules qu'il a employées, qui ont choisi, dit-il, le chaos, le désordre et le cynisme avec cette motion de censure. Il ne pense pas à vous, les Français, a dit Emmanuel Macron ce soir, mais à la présidentielle. Comment vous comprenez cette phrase? Dans ce cas-là, il insulte plus de la moitié des Français, parce qu'on a 54% des Français qui sont favorables à la motion de censure qui a été votée hier. Sondage du jour, vous faites référence à un sondage du jour. Exactement, sondage Harris. Nous, pourquoi on a voté cette censure? L'UDR, on est les alliés du Rassemblement national, parce qu'on estime que ce budget était inacceptable et faisait les poches de la France qui bosse, des honnêtes gens. On a un budget qui est quasiment un budget socialiste, où on a 40 milliards d'impôts et de taxes supplémentaires. C'est un budget qui va pas dans le bon sens, qui fait la poche des honnêtes gens, un budget qui augmente les charges, notamment des entreprises, qui supprime des exonérations de charges pour les petites entreprises, un budget qui augmente les taxes sur l'électricité, 3 milliards d'augmentation des taxes sur l'électricité pour les ménages, la même chose pour les entreprises. On a pareil des augmentations de taxes sur les prix du gaz et les prix du fioul. Donc il fallait absolument stopper ce budget qui, selon nous, est inacceptable et, encore une fois, fait peser le fardeau sur la France qui bosse et la France qui en a assez de la politique d'Emmanuel Macron. Quand on entend Emmanuel Macron ce soir, on a le sentiment que c'est jamais de sa faute. Donc il se dédouane totalement ce soir, en tout cas ce sont ses mots, de cette motion de censure. D'ailleurs, à ce propos, on va l'écouter et après, on vous entend. Juin dernier, je me suis adressé à vous pour annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Cette décision était à mes yeux en effet inéluctable. D'abord, car le vote aux élections européennes avait donné une large avance au Rassemblement national et placé les extrêmes en tête. Ensuite, car de nombreux responsables politiques annonçaient déjà la censure pour cet automne. Cependant, je dois bien le reconnaître, cette décision n'a pas été comprise. Beaucoup me l'ont reproché et je sais beaucoup continuent de me le reprocher. C'est un fait et c'est ma responsabilité. Cependant, nul ne peut dire qu'en faisant cela, je ne vous ai pas redonné la parole. Et je crois que c'était nécessaire. La dissolution était nécessaire, la motion de censure, j'y suis pour rien. Vous êtes totalement en phase avec ce que dit Emmanuel Macron ce soir, honnêtement?
Non mais alors moi je veux juste rebondir, on peut pas à la fois dire au président de la République qu'il ne respecte pas la Constitution et en même temps là c'est la Constitution qui lui permet de dissoudre. Et donc il a pris la décision le 9 juin dernier d'écouter effectivement les Français qui avaient placé majoritairement l'extrême droite en tête des élections européennes, qui avaient battu sèchement effectivement le camp présidentiel et donc il a dit je remets maintenant le pouvoir, on va dire, dans les mains des Français. Et donc, il fait la dissolution en redonnant la parole aux Français. Qui peut lui reprocher d'avoir redonné la parole aux Français, d'avoir fait cette petite... Je vous ai pas interrompu, Madame la députée. Voilà. Donc, pourtant, il y avait beaucoup de choses sur lesquelles j'aurais pu intervenir. Qui peut lui reprocher beaucoup de monde. Mais en l'occurrence, on peut le reprocher au niveau du personnel politique, oui, effectivement, du personnel politique, parce que un certain nombre d'élus auraient préféré peut-être rester en place. C'était peut-être plus confortable également pour le camp présidentiel. Nous avions une majorité, certes relative, mais nous avions encore une majorité. Nous étions aux responsabilités. Nous avions Matignon avec Gabriel Attal, et donc c'était peut-être plus simple pour nous. Sauf que le président de la République a décidé d'écouter les Français. Le choix des Français n'a pas été celui que nous attendions, forcément. Nous avons été sanctionnés dans les urnes. Nous avons été sanctionnés, mais force est de constater que les Français n'ont donné une majorité à personne. Ni à vous, au niveau Front Populaire, ni à vous, à l'extrême droite, qui d'ailleurs ont été largement sanctionnés également. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, le Front Républicain qui s'est organisé, c'est 2/3 des Français qui ont dit non, nous ne voulons pas de l'extrême droite. Et quand on voit aujourd'hui... Vous avez essayé de dealer avec eux. Mais pardonnez-moi, Madame la députée, mais qui est-ce qui a dealé avec eux pour la motion de censure, pour faire tomber un gouvernement? On n'a fait aucun deal. Ah bon, il y a aucun deal qui a été fait. Aujourd'hui, vous avez fait une motion de censure et vous vous êtes alliés entre l'extrême gauche et l'extrême droite, alliés d'ailleurs avec des partis dits de gouvernement comme le Parti socialiste. Vous êtes alliés pour faire tomber un gouvernement, le gouvernement Barnier, qui avait certes était imparfait en termes de budget pour la nation, mais qui avait fait en tout cas un certain nombre d'efforts pour relever les finances de notre pays. Alors, non seulement Emmanuel Macron, quand vous dites il a voulu redonner la parole aux Françaises, aux Français, qu'a-t-il fait de cette parole? Les Françaises et les Français ont voté certes pour 3 blocs. Aucun des 3 blocs n'a la majorité absolue dans l'Assemblée nationale. Mais il a passé un bloc en tête. Le bloc en tête, c'est celui du nouveau Front Populaire, que ça vous plaise ou non. Mais vous avez raison, et donc je suggère juste une chose à Emmanuel Macron. Respecter la démocratie. Respecter la démocratie et donc nommer un gouvernement issu du nouveau Front Populaire. Et entendre ce que veulent les Françaises et les Français. Ils ne veulent pas travailler jusqu'à 64 ans, ils veulent l'abrogation de la réforme des retraites. Ils veulent l'augmentation des salaires, une redistribution des richesses, le blocage des prix. Ils veulent des mesures d'urgence sur la question écologique. Alors, ils veulent la démocratie. Non mais ils veulent, c'est un tiers des Français pour le coup qui ont voté pour vous. Donc, écoutez, mais vous avez raison, Madame la députée, sauf que la différence... Alors je termine, puisque vous ne souhaitez pas que je vous coupe la parole, ne le faites pas à votre tour. Mais est-ce que ces Françaises et ces Français qui ont voté veulent qu'on préserve les intérêts des ultra-riches, qu'on ne fasse pas un budget... On vote une contribution supplémentaire sur les ultra-riches, justement? Excusez-moi, mais parce que à l'Assemblée nationale, nous avons réussi à faire en sorte qu'il y ait des majorités pour taxer justement à la fois les ultra-riches, les grandes entreprises du CAC 40, pour justement protéger nos services publics, et vous avez rejeté cela. Le projet du gouvernement de M. Barnier, le projet du texte du gouvernement de M. Barnier était dans la continuité des gouvernements précédents, une austérité, une saignée sur nos services publics, casser les droits sociaux et pour préserver les intérêts d'une minorité. C'est pas ce que veulent les Françaises et les Français. Et quand on prétend protéger et défendre l'intérêt général, on défend nos services publics. On n'organise pas la case de ce qui est prévu. Et je vais vous dire, ce budget qui a été rejeté, c'est une bonne chose. Parce que regardez nos collectivités, qui aujourd'hui, nos collectivités locales, porte bon nombre de solidarités concrètes et de services publics locaux. Vous prévoyez une saignée de 5 milliards d'euros contre ces collectivités. Mais mettez-vous à jour, Madame la députée, parce que vous vous rappelez que le budget que vous n'avez pas réussi à voter, force d'obstruction au niveau de l'Assemblée nationale, nous l'avons voté à l'Assemblée, enfin en tout cas au Sénat, et on est passé de 5 milliards à 1,6 milliard, justement parce que la Chambre des collectivités, qui est le Sénat, a pu préserver les collectivités en faisant en sorte que l'effort soit partagé et que les collectivités locales qui représentent effectivement 70% de l'investissement public et qui sont nécessaires dans la solidarité nationale, dans ce maillage territorial qui est indispensable au niveau des Français, qui est le premier échelon de la démocratie, effectivement, nous souhaitions le protéger. Et donc nous avons fait en sorte que tout le monde puisse contribuer, mais qu'on contribue à hauteur de la réelle dette aujourd'hui dans notre pays. Guillaume Carillon.
J'ai un peu le sentiment qu'il y a un éléphant au milieu de la pièce que vous ne voulez pas du tout voir. C'est le fait que cette situation, cette configuration à l'Assemblée nationale, c'est le résultat de l'alliance que vous avez faite tous les deux. C'est l'alliance entre LFI, entre le bloc central aux élections législatives. Vous avez parlé d'une alliance qu'on aurait fait hier à l'occasion de la motion de censure. C'est pas vrai. On peut voter une motion de censure avec des gens qui pensent pas la même chose que nous. Vous n'allez pas accuser Jordan Bardella. Vous n'allez pas accuser Jordan Bardella d'être devenu mélenchoniste. En 2018, moi j'ai entendu beaucoup d'élus des Républicains dire la motion de censure entre le RN et LFI, c'est pas justifié. En 2018, le groupe LR est présidé par Christian Jacob, le parti est présidé par Laurent Wauquiez, et il y a une motion de censure qui n'est pas votée parce que la configuration était différente, mais avec LR et la France Insoumise. C'était au moment de l'affaire Benalla. Personne n'a dit que Laurent Wauquiez, à ce moment-là, était devenu mélenchoniste. Donc on peut voter une motion de censure avec des gens avec lesquels on n'a pas envie de gouverner. Demain, il n'y aura pas une alliance de gouvernement entre Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est évident. Ce qui montre donc la réalité dans laquelle vous êtes. Mais l'impasse, c'est celle qu'a créée Emmanuel Macron en décidant de dissoudre l'Assemblée nationale et avec une configuration, avec des alliances de la honte, avec des gens qui ne pensent pas la même chose. Quand vous faites une alliance aux élections législatives et qu'après vous n'êtes pas fichus de gouverner ensemble parce que vous ne pensez pas la même chose, vous créez les conditions d'une instabilité et du chaos politique. Monsieur, quand on fait une motion de censure, c'est pour proposer une alternative. Aujourd'hui, c'est le bloc, c'est pas du tout la finalité. Et les mélenchonistes et les lepénistes ont déposé une motion de censure sans avoir d'alternative crédible. Et d'ailleurs, c'est la situation force est de constater aujourd'hui que vous avez d'ailleurs assumé sur les plateaux depuis hier de ne pas demander Matignon et de ne pas proposer d'ailleurs d'avoir Matignon et de former un gouvernement parce que vous savez très bien que vous n'êtes pas en. Parce qu'il y a 3 blocs, ça vous a pas échappé. Et le groupe de gauche et d'extrême gauche mené par Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, est dans la capacité, parce que même si vous êtes arrivé en tête, effectivement, en tête sur ce bloc, en termes des 3 blocs, mais dès le départ, vous avez refusé toutes les mains tendues. Et donc, il y avait une incapacité. Sur quelle mesure? Madame, excusez-moi, vous savez, sur quelle mesure? Je vais vous le dire tout de suite. Michel Barnier, lorsqu'il a proposé 11 mesures prioritaires. Sur quelle mesure Michel Barnier, lorsqu'il a été nommé, sa première déclaration, ça a été d'ouvrir sa porte à l'ensemble des partis de l'arc républicain pour faire en sorte de constituer un groupe pour faire un vrai budget pour protéger les Français. Vous avez refusé. Vous avez refusé. Nous avons défendu tous nos amendements. Mais écoutez, moi j'invite les Français. Les macronistes n'étaient même pas capables de présenter. J'invite les Français à écouter le discours de politique générale de l'ancien Premier ministre Michel Barnier. Alors on va pas revenir jusque-là, parce qu'on va essayer d'avancer. Ça fait 2 mois, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Et aujourd'hui, vous avez même séché la proposition du Premier ministre de vous mettre autour de la table, et le groupe socialiste et le groupe écologiste ont refusé de participer aux négociations pour vous constituer un groupe qui nous permettrait d'avoir un budget pour la nation. Donc moi je veux bien, mais la politique de la chaise vide, c'est vous qui l'avez fait, l'obstruction c'est vous, et la censure en l'occurrence c'est vous. Je demande juste une chose. Je demande juste une chose. Le débat sur la question des retraites a traversé le pays de manière forte et historique. Est-ce que vous êtes prêt à accepter que pour une fois on puisse voter dans l'Assemblée nationale sur cette question de l'abrogation de la réforme des retraites, respecter la démocratie? On vous demande au moins ça. Mais madame, oubliez le 49.3 et la brutalité, vous avez raison, respectez le vote des parlementaires. Moi, je suis favorable à ce qu'on ait un vrai débat sur la question des retraites. Avec un vote mais un débat qui sorte de toute l'idéologie. Parce que, effectivement, peut-être qu'il y a besoin d'avoir des aménagements, notamment sur la question de la pénibilité, sur la question des retraites des femmes, sur la question d'un certain nombre de sujets, effectivement. Mais ça doit sortir de l'idéologie. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir un système. Si nous voulons garder ce système par répartition sur lequel moi je suis très attaché, je suis contre, par exemple, le projet initial des LR et peut-être une partie d'ailleurs du Rassemblement national qui veut de la capitalisation. Moi, je suis opposé à la capitalisation. Je suis pour ce système par répartition. Mais si aujourd'hui, on a moins d'actifs et plus de retraités, il faut bien qu'on trouve une solution. Et donc, ça ne passe que pour... C'est une question économique. Ce n'est pas une question idéologique. Vous voyez, donc on est favorable à ouvrir le débat. Mais vous êtes sur une question idéologique. Comment expliquer aux Français aujourd'hui que votre seul projet, c'est de revenir 30 ans en arrière avec la retraite à 60 ans? Ce n'est plus crédible dans un monde où on vit actuellement avec moins d'actifs. C'est que les plateformes de l'ubérisation payent leurs cotisations sociales et vous les avez dissous. Allez-y, Virginie. Commentaire. Je vous ai écouté tous les 3 avec beaucoup d'attention. J'ai écouté ce qu'a dit Emmanuel Macron et je ne vous cache pas mon incroyable déception
finalement, rien ne change. Emmanuel Macron, qui, il y a 2 jours encore, lorsqu'il était en déplacement, disait « ça ne sert à rien d'effrayer les gens », en parlant de la motion de censure, et qui aujourd'hui dit ceux qui ont voté cette motion de censure ont choisi le chaos, le désordre et le cynisme. Alors là, on est dans un extrême, on passe d'un extrême à l'autre sans aucune cohérence. Emmanuel Macron, qui aurait eu tout intérêt à nommer très vite un Premier ministre, et qui, comme toujours, procrastine, ne sait pas, consulte, et dit finalement qu'il va se donner quelques jours, comme si la situation était banale, comme si on n'arrivait pas en fin d'année alors que le budget n'est pas voté, que la France doit se doter d'un nouveau budget, ou en tout cas faire voter une loi spéciale. Le but, c'est de ne pas avoir de censure tout de suite. Je ne vous ai pas coupé. Du tout, pas une seconde. Je vous ai écouté de bout en bout. Et j'ai coupé aucun des 3. Je vous dis simplement qu'en tant qu'observatrice, en tant que journaliste, je me dis, finalement, rien ne sert à rien. Ces 3 mois qui ont abouti à rien, parce que tout le travail qui a été fait a été jeté à la poubelle. Cette motion de censure qui, finalement, quoi que vous en pensiez les uns ou les autres, va compliquer les choses, va rendre la situation plus difficile pour le pays. Rien ne sert à rien. Votre dialogue à tous les 3, vous représentez 3 forces assez différentes et assez... qu'on aurait pu imaginer un jour se dire bon allez on va se mettre au boulot, on va essayer de trouver une solution. Non, Madame Simonet, vous dites bon il faut écouter la démocratie, mais vous dites en même temps il faut appliquer le programme du nouveau Front Populaire. Mais le programme du nouveau Front Populaire, il n'est pas majoritaire. Ah mais ça je suis d'accord avec vous. Hein. Bah alors dites-le. Texte par texte, mais texte par texte, on peut dégager des majorités. Donc, finalement, voilà notre méthode. Hein. Moi je me mets à la place des Français. Chacun se drape, chacun d'entre vous se dit mais nous on a derrière nous des armées d'électeurs qui disent qui pensent que. Personne ne dit ça. Je vous ai écouté. Moi, j'ai jamais dit ça, donc ne dites pas vous. Nos électeurs veulent, nos électeurs voulaient, nos électeurs sont derrière nous, nos électeurs saluent la motion de censure. Moi, je crois surtout que les électeurs, ils sont perdus et que la défiance n'a jamais été aussi forte envers les partis politiques. Jamais. Je crois que il y a 14% des Français qui font confiance aux partis politiques, dont vous êtes tous issus, et que vous ne vous rendez absolument pas compte de la gravité de la situation. Non, mais je peux pas vous laisser dire ça, pardonnez-moi. Vous me laissez dire ce que je veux, je vous ai laissé dire ce que vous voulez. Permettez-moi de vous dire quand je ne suis pas d'accord non plus. Et en l'occurrence, mais vous savez, moi je ne suis pas non plus enfermé dans un plateau télé, et moi je suis sur le terrain aussi tous les jours. Donc les reproches que vous nous faites aujourd'hui, on les entend au quotidien. Parce que moi aussi je suis sur le terrain, je suis un élu local, madame. Donc vous savez, j'ai pas besoin d'avoir une journaliste pour me faire la leçon et pour me dire exactement ce que les gens pensent. Mais vous inquiétez pas, on n'est pas enfermé dans nos palais dorés, vous savez. On est sur le terrain. On est sur le terrain et on voit le quotidien des Français. Et on voit le quotidien des Français en termes de télévision. Mais c'est pas vrai. Nous ne sommes pas enfermés dans des plateaux télé, madame. On est au quotidien et on vit, on est des vrais Français. On a des enfants qui vont à l'école publique. Vous savez, on sait la situation. Regardez dans quelle situation vous avez mis les Français aujourd'hui. Vous croyez qu'ils se disent tous, tiens, c'est formidable, ils ont bien travaillé pour nous. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'on fait pas notre mea culpa? Vous croyez qu'on est heureux de la situation? Non mais honnêtement, est-ce que vous pensez qu'on est heureux de la situation? Est-ce que vous pensez qu'on a travaillé sur un budget où on a porté nos convictions? Chacun, on a porté nos convictions. C'est pas les mêmes, mais on a chacun porté nos convictions. On a porté pendant plusieurs heures nos débats dans l'hémicycle, et voir aujourd'hui que par une motion de censure, tout le travail que nous avons fait dans l'intérêt, en tout cas que l'intérêt qu'on estimait apporter aux Français, tombe. Vous croyez que ça nous fait plaisir? Vous parlez de mea culpa. On n'a pas entendu mea culpa dans la bouche d'Emmanuel Macron ce soir. Est-ce que ça manque un peu quand même? Le président de la République a dit que, effectivement, sur la question de la dissolution, il y avait quelque chose qui n'était pas compris, que peut-être qu'il a fait une erreur effectivement sur la dissolution. En tout cas, le timing. Il n'a pas dit ça. Je vous dis ce que j'en pense. Porte la responsabilité. Je ne suis pas le porte-parole du président de la République. D'accord, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin d'avoir un porte-parole d'ailleurs. Je pense qu'il porte très bien sa parole tout seul. Et en l'occurrence, moi je vous dis effectivement, on a été plusieurs dans le camp présidentiel d'ailleurs à estimer que la dissolution était, à notre sens, inéluctable, mais peut-être que le timing n'était pas forcément le meilleur. Était inéluctable au lendemain des européennes. Il n'y a jamais eu aucune dissolution au lendemain d'une élection européenne. Si vous m'aviez écouté, je dis peut-être que le timing n'était pas le bon. Voilà. Donc effectivement, peut-être que nous aurions pu attendre la sortie de l'été pour avoir cette dissolution, pour préparer effectivement une élection qui puisse passer le cap de l'émotion des élections européennes, passer le cap des Jeux Olympiques et commencer l'année avec une dissolution, une nouvelle campagne pour préparer un nouveau budget et éventuellement une majorité. Sauf que la réalité, et d'ailleurs il l'a dit dans son allocution, c'est que les Français ont fait aussi un choix, c'est-à-dire ils ont aujourd'hui 3 blocs. Ils veulent 3 blocs. Ils ne veulent que les 3 blocs travaillent ensemble. Mais vous avez raison. Oui, sauf que c'est pour ça qu'il faut changer de méthode. Contrairement à ce que vous pensez, nous on écoute les Français. Et c'est pour ça. Plus peut-être que vos disputes. Et c'est pour ça que moi, par exemple, j'étais très opposé à la question de la proportionnelle.
parce que j'estimais que ça coupait les élus des territoires. Et en fin de compte, je suis en train de revenir dessus. Et alors, je pense que la proportionnelle peut être une solution, justement, pour permettre d'obliger les partis politiques à travailler ensemble et que les parlementaires soient beaucoup plus libres vis-à-vis des blocs existants. Sur cette proportionnelle, Marine Le Pen s'exprime ce soir. Nous sommes favorables à la mise en place d'un scrutin proportionnel qui prenne en compte la nouvelle donne politique et qui permette à notre pays de se doter d'une majorité claire. Guillaume Carayon. La proportionnelle, ça correspond assez bien au système dans lequel on est rentré avec 3 forces politiques. C'est-à-dire que dans la perspective de 2 forces politiques qui s'affrontent, ce qui a été le cas sous la Ve République, la droite contre la gauche, effectivement, le scrutin majoritaire s'appliquait très bien et ça dégageait une majorité stable. Et c'est pour ça qu'aucune motion de censure n'a été votée après 1962 depuis 60 ans. Aujourd'hui, la situation a complètement évolué et donc il faut redonner de la vitalité démocratique. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les Français, ils se sentent pas entendus, ils se sentent pas respectés. Ils ne sont pas compris par Emmanuel Macron. Quand on voit, j'ai vu un autre sondage qui montrait aujourd'hui que 62% des Français sont pour la démission du président de la République. Moi, à titre personnel, je ne suis pas favorable. Je pense qu'il doit aller au bout de son mandat. C'est l'esprit des institutions de la Ve République. Alors justement, je vous redonne la parole, mais Emmanuel Macron, il a réagi justement à cette idée de démission. On l'écoute à ce propos. Le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans. Et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme. Ma responsabilité exige de veiller à la continuité de l'État, au bon fonctionnement de nos institutions, à l'indépendance de notre pays et à votre protection à tous. Je vous redonne la parole. On va voir justement ces 2 sondages du jour avec effectivement une majorité de Français qui, selon ces 2 sondages, sont favorables à une démission d'Emmanuel Macron, 64%, 59%. Et qu'il aille au bout de son mandat, mais qu'il écoute les... Il ira au bout de son mandat. Oui, il l'a dit ce soir. Au bout de son mandat, mais qu'il écoute les forces politiques, par rapport à ça. Qu'il écoute les Français. Les Français, ils disent très majoritairement, il y a entre 70 et 80% des Français qui disent on veut moins d'impôts. Et là, dans ce budget, il y a 40 milliards de plus d'impôts et de taxes qui pèsent sur les Français. Ils disent on veut moins de bureaucratie. Il n'y a aucune économie structurelle qui est dégagée dans ce budget par le gouvernement de Michel Barnier. Ils veulent moins d'immigration. Bon, ça, c'est la loi immigration qui n'a pas réellement respecté les aspirations des Français, qui étaient celles de l'année précédente. Et puis, ils veulent plus de sécurité. Et on voit chaque semaine des faits d'insécurité qui montrent à quel point la France est devenue quasiment un coupe-gorge. Donc moi, je comprends en fait cette immense majorité des Français qui se disent il y en a marre, on a des politiques qui ne nous respectent pas, qui ne nous entendent pas et qui ne sont pas capables de se mettre d'accord, effectivement, de se mettre autour de la table et de respecter les 80% de convergence qui existent entre typiquement les partis qui Alors justement, font ça. On va essayer de se projeter maintenant sur l'après Barnier avec cette possibilité d'alliance, ce pacte de non-censure. D'ailleurs, cette formule a été employée ce soir par Emmanuel Macron, la non-censure, ce pacte de non-censure qui pourrait donc voir le jour. Je voudrais d'abord vous entendre Daniel Simonet sur cette idée. Alors, les écologistes, les socialistes, les communistes sont prêts à signer une alliance exceptionnelle et ponctuelle avec le bloc central. Pour LFI, tout accord avec les macronistes entraînerait une rupture du NFP. Vous êtes sur quelle ligne, vous, Daniel Simonet, ce soir ? Alors, avec le groupe écologiste et social, on a travaillé sur, justement, 11 mesures qui nous semblent prioritaires. Parce que là, j'entends les combinations plus fumeuses les unes que les autres qui sont proposées, sans qu'on entende, mais pour faire quoi ? Parce qu'en fait, on désigne un gouvernement pour faire une politique. Donc, l'intérêt du débat, c'est pas de savoir avec qui, dans quelle combinaison, mais pour faire quoi ? Nous avons été élus et nous avons pris acte que quand on représente qu'un tiers, ça sera pas tout le programme, rien que le programme. Ça, je vous l'accorde. Ça veut dire qu'on peut dégager des majorités dans l'Assemblée, texte par texte. Et c'est à cela dont on doit travailler. Donc pas d'alliance en amont, vous dites. Nous mettons sur la table 11 propositions qui nous semblent prioritaires. Dans ces 11 propositions, alors, on va par exemple... pas les énumérer les 11, hein. Non, peut-être pas les 11, mais je vous en donne quelques-unes. Oui. La question de l'abrogation de la réforme des retraites. Oui. Je pense qu'il y a une majorité dans cette Assemblée qui peut se dégager. Et que c'est pour ça que la Macronie n'a jamais voulu organiser de vote. Attendez, trouver des nouvelles abrogation recettes. totale de la réforme des retraites ou proposer une réforme de la réforme ? Alors, déjà, pour commencer, abrogation de la réforme des retraites sur la retraite à 64 ans. Et là, je peux vous dire que c'est une écrasante majorité dans le pays. Y compris la revalorisation des petites pensions ? Non, je vous parle des 64 si on abroge, ans. 90% de la population est contre. Non, mais l'abrogation, c'est aussi la revalorisation de nouvelles recettes. Parce que j'ai entendu le terme du président de la République qui dit « je veux protéger, il faut défendre l'intérêt général ». Ben, ça tombe bien. Moi, je pense qu'il n'y a pas de République sans service public.
que ce qui protège dans notre pays, c'est d'avoir des services publics. Moi, je reviens d'une mobilisation devant ma mairie pour défendre la création d'un centre de santé après la fermeture d'un centre de santé. Bon, eh bien, il faut des nouvelles recettes. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur des nouvelles recettes? Madame Simonet, pardon, vous n'avez pas répondu à ma question, qui est un enjeu majeur. L'enjeu majeur, c'est est-ce que vous êtes ouverte à cette main tendue par le Bloc central pour une éventuelle alliance? Moi, la main tendue que nous faisons, comme le propose Olivier Faure. La main tendue que nous faisons, c'est une main tendue, et je vous assure que c'est la position de tout le groupe écologique et social, la main tendue sur des propositions, sur des contenus. C'est pas sur rien. D'accord, donc pas d'alliance en amont. Mais pas en accord comme ça. Non, j'ai un peu de cohérence. Et en fait, on voit bien que Emmanuel Macron, quand il fait cette proposition, il est toujours en fait dans la politique politicienne. Il ne parle pas de ce qu'il faut pour les gens, il ne prend pas le problème par le quoi et comment. Qu'est-ce qu'on propose comme programme de gouvernement et quelle méthode? Il est là dans une stratégie politicienne. Alors comment est-ce qu'on va donc vous dites diviser nos propositions à prendre ou à laisser? Non, je n'ai pas dit ça. Je dis, est-ce qu'il y a une majorité de parlementaires qui sont d'accord pour réfléchir à un certain nombre de mesures phares? Bon, au lieu de parler du contenu, on les voit simplement là déjà à être dans une logique de tripatouillage qui n'a absolument pas de cohérence politique. Quand il dit il faut un gouvernement d'intérêt général. Comment vous comprenez cette phrase? Ça veut, déjà, moi, ce que je comprends, c'est que ça veut dire que le gouvernement Barnier, c'était pas le gouvernement d'intérêt général. Et là, je suis d'accord avec lui pour une fois. Vous pourrez sortir de là. Oui, Madame Simonet était d'accord avec Emmanuel Macron. Le gouvernement Barnier, c'était pas l'intérêt général. C'est les cadeaux plus riches, les cadeaux grandes entreprises, alors qu'il faut, au contraire, un pacte de défense de nos services publics. On a compris. Alors, Xavier Iacovelli, vous avez dit aujourd'hui, je vous ai lu attentivement sur un réseau social, la France a tout à gagner d'un accord de coalition qui irait des LR au PS, en prenant en compte évidemment le bloc central. Donc, vous n'intégrez pas ni Madame Simonet, ni Monsieur Carayon. Alors, vous m'avez lu, mais vous m'avez pas écouté. Et en l'occurrence, parce que ça reprenait un tweet avec un passage, effectivement, chez vos confrères de Public Sénat ce matin. Et là, je suis d'accord avec Madame Simonet. Je pense effectivement qu'on ne peut pas faire seulement un accord en comptabilisant le nombre de députés pour voir si on arrive à trouver une majorité. Il faut qu'il y ait une cohérence dans cet accord. Il faut que... C'est le propre d'ailleurs, moi vous savez, je viens du centre-gauche, je suis un social-démocrate, et donc le propre de la social-démocratie, c'est la négociation, c'est le compromis. Et c'est ce que font tous les partis européens, faire en sorte de se mettre autour d'une table au moment après l'élection pour essayer de trouver un contrat de gouvernement. Et c'est ça en fait. L'idée, c'est de se mettre dans des forces, dans l'arc républicain. Alors moi, effectivement, à titre personnel, et je crois que c'est très clair aussi au niveau du bloc central, on exclut les extrêmes, à la fois du Rassemblement national et à la fois de LFI, et on ouvre la possibilité de travailler avec des communistes, avec des écologistes, avec des socialistes, avec bien sûr les LR avec qui nous travaillons depuis 3 mois, et pour faire en sorte de travailler sur un programme. Et effectivement, il y a des propositions qui seront apportées par les écologistes, d'autres qui seront apportées par les LR. Peut-être que certains diront on a un accord de non-censure, mais on ne souhaite pas participer à un gouvernement. Ça peut être aussi une possibilité. D'ailleurs, Laurent Wauquiez l'a évoqué dans son intervention ce matin. Donc il y a des possibilités. Mais aujourd'hui, il faut effectivement qu'on se mette autour d'une table et puis qu'on se dise quel est l'intérêt aujourd'hui du pays. L'intérêt du pays, c'est d'avoir un budget rapidement. Parce que le président de la République l'a rappelé, mais on le rappelle aussi depuis hier soir. Le fait de cette censure, bien sûr que les institutions et la Ve République est bien faite. C'est pour ça que moi, j'y suis attaché. Et donc, la Ve République nous permet d'avoir une loi spéciale d'ici le 19 décembre qui va nous permettre de lever l'impôt et de prendre le budget de 2024. Donc on aura la possibilité d'avoir la continuité de l'État, la continuité des services publics, sauf qu'à partir de janvier, avec l'inflation, si on n'a pas un nouveau budget, il y aura une augmentation systématique et automatique des impôts pour 18 millions de Français. Donc on a besoin d'avoir un budget. Et 380 000 foyers qui vont rentrer dans l'assiette des impôts. Donc effectivement, il y a une nécessité d'avoir un budget au moins d'ici la fin janvier, parce que c'est pas rétroactif, et donc on a besoin de le faire rapidement. Avec une loi spéciale qui serait votée... Non, la loi spéciale, c'est pour 2024. Mi-décembre, c'est pour lever l'impôt. C'est pour appliquer le budget 2024, c'est pas pour un budget 2025.
Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a deux choses. Emmanuel Macron a évoqué cette possibilité. Oui, la loi spéciale. Il l'appelle il y aura une autre loi spéciale début 2025, et le budget 2025. Voilà. Non, un nouveau budget, pas une loi spéciale. Mais bon, le projet de loi de finances rectificative, en fait, la loi spéciale, elle peut très bien faire en sorte que la question des barèmes de l'impôt soit réajustée au niveau de l'inflation. Donc, il y a d'abord un pipeau total qui est de faire croire aux gens qui vont payer plus d'impôts. Donc, non, mais ils sont pas tous d'accord. De la même manière qu'il n'y aura pas de pluie de grenouilles, parce qu'il y a eu à un moment donné, je veux dire, comment dire, la Macronie a quand même voulu semer la panique dans la tête des gens de manière assez hallucinante. Bon, donc la loi spéciale peut amener après un projet de loi de finances rectificative. Bon, vous dites qui reviendra. Vous dites quand même un mensonge énorme. Vous dites un mensonge énorme. Pendant 3 jours. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez essayé à tout prix d'avoir un accord avec le Rassemblement national. Même qu'on est d'accord avec vous arrivez à trouver un moyen pour vous énerver. Mais oui, parce que vous étiez même prêt. Vous étiez même prêt à remettre en cause l'aide médicale d'État. Je suis au groupe écologique et social. Vous étiez même prêt à remettre en cause l'aide médicale d'État pour avoir un accord avec le Rassemblement national. C'est ce qu'a fait M. Barnier. Je vous invite à relire les propos du groupe Renaissance et du groupe Ensemble pour la République de Gabriel Attal à l'Assemblée nationale. Nos propos au RDPI au Sénat, je peux vous dire que nos propos sont très clairs sur la question de l'AME. Guillaume Carillon, on a évoqué ces possibles alliances. Bon, on en est encore loin, visiblement, avec ce qu'on entend ce soir. Bon, à chaque fois, le RN est exclu de toutes ces éventuelles alliances. Qu'est-ce que vous en dites? Pas vraiment une surprise pour vous. Malgré nous, mais continuer à faire ça, nos électeurs, les 11 millions de personnes qui ont voté pour nous, se sentent insultés. Qu'on nous dise qu'on est hors du champ républicain et en même temps, on essaie de négocier avec nous pour faire entendre nos revendications, mais en coulisses. C'est-à-dire, c'est toujours en arrière-cuisine. Mais nos électeurs se sentent méprisés par ces formes de combinaison, justement. Moi, je suis assez étonné aussi de voir mes anciens amis des Républicains, j'étais dans cette famille politique jusqu'à il y a quelques mois, avec Éric Ciotti, qui sont prêts à tout, à brader leurs convictions, à brader leurs valeurs pour rester au gouvernement. Ça fait depuis 2012 qu'ils ont quitté le pouvoir et ils font tout pour rentrer dans une coalition gouvernementale, quitte à gouverner avec le Parti socialiste. Moi, je me souviens de Laurent Wauquiez, qui était le chef de ma famille politique, des Républicains, il y a quelques années, et qui disait Emmanuel Macron est un dictateur, qui disait jamais de coalition gouvernementale. Aujourd'hui, ils ont tout bradé, ils ont bradé leurs idées, ils ont bradé leurs convictions, et ils ont mis en place un budget qui, heureusement, a été rejeté par l'Assemblée nationale, qui est un budget extrêmement socialiste. Enfin, ce budget-là, s'il avait été présenté par le PS, mais il y aurait une motion de censure de Laurent Wauquiez et des LR. Un budget qui augmente les impôts de 40 milliards d'euros. Et c'est un budget socialiste. Mais vous êtes contre taxer les dividendes, vous êtes contre taxer le capital, vous êtes contre taxer les plus riches. Mais dans le pays qui est le plus taxé au monde, oui, évidemment, on va un petit peu moins taxer. Pour les défendre à tout prix. Voilà votre vrai visage. Madame, il y a 48% de prélèvements obligatoires par rapport au PIB. Entendez les Français. Les Français, ils vous disent quoi? Il faut baisser les impôts. Ils vous disent qu'il faut baisser la dépense publique, il faut baisser les prélèvements obligatoires. Il faut faire des économies structurelles dans le train de vie de l'État. Dans le train de vie de l'État, il faut débureaucratiser, il faut faire des économies sur le coût de l'immigration. Toutes ces économies-là, elles n'ont pas été faites parce que vous n'avez pas eu le courage, parce que le gouvernement n'a pas eu le courage de les faire pendant des années. Aujourd'hui, ça revient comme un boomerang parce que les Français, ils se disent, on paye toujours plus, on est des vaches à lait et on a une qualité de service public qui fait que se dégrader de jour en jour. Xavier Iacovelli, parmi les noms qui circulent pour Matignon, on peut citer Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, ou encore François Bayrou. Très sincèrement, renommer un Premier ministre issu du bloc central, est-ce que c'est encore pertinent? Est-ce que c'est encore légitime après cette motion de censure? C'est pas une question de légitimité. La question du Premier ministre, c'est de trouver un Premier ministre qui soit en capacité de parler à la fois avec la gauche qui a envie de gouverner et qui a envie de travailler pour l'intérêt général des Français, et à la fois avec la droite républicaine de Laurent Wauquiez. Bien sûr, quand je parle du bloc central, on est au centre, donc forcément, on parle avec nous. Mais donc l'idée, c'est d'avoir un Premier ministre qui puisse rassembler l'ensemble de ces familles-là. Vous ne parlez pas du RN? Ah mais moi à titre personnel, j'ai toujours dit que vous négocierez en coulisses, mais c'est plus simple. Certainement pas moi en tout cas. C'est plus démocratique. Je peux vous dire que moi j'ai toujours exclu et j'ai pris des positions. Ça au gouvernement vous soutenez alors. Mais y compris public et y compris dans l'hémicycle, contre le gouvernement lorsqu'il vous faisait un peu trop de cadeaux à mon sens. Donc vous savez, vous pouvez. Gouvernement, donc me reprochez pas quelque chose sur lequel je ne suis pas responsable. Vous êtes dans cette majorité gouvernementale. Voilà, donc moi je sais dire. Mais moi je suis très libre. Vous savez, j'ai pas demandé impératif. Quand on est parlementaire, on n'a pas demandé impératif. Et en l'occurrence, moi je dois des comptes à mes électeurs et certainement pas ni aux partis politiques ni au gouvernement. Premier ministre issu du bloc central, je repose la question, est-ce que ça a du sens aujourd'hui après cette motion de censure? Moi, encore une fois, ce qui a du sens, c'est de trouver un Premier ministre qui soit en capacité de parler avec tout le monde. Donc si c'est François Bayrou, si c'est
Le Cornu, c'est deux hommes d'État qui ont montré depuis des années leur capacité à parler avec tout le monde. Moi, vous savez, avant que Michel Barnier soit nommé, je soutenais plutôt le fait d'avoir Bernard Cazeneuve en tant que Premier ministre. Force est de constater que c'est plutôt la gauche qui l'a bloqué au niveau de l'arrivée à Matignon. Donc, vous savez, moi, je trouve qu'on a besoin aujourd'hui de se mettre autour d'une table, quelle que soit la personne. Et là, je suis d'accord encore une fois avec Mme Simonet. On n'est pas sur un casting de personnes, on est sur des propositions. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour faire en sorte que dans les 30 prochains mois, on puisse avoir un gouvernement et un budget qui protège les Français, qui continue à avoir du progrès social et qui permettent de réduire la dette qui est effectivement importante suite aux différentes crises qu'on a subies depuis plusieurs années. Sur le nom de François Bayrou, il se dit qu'il ne serait pas censuré a priori par Marine Le Pen. Vous avez les mêmes infos que nous? Oui, nous, il n'y a pas de censure a priori, à moins que ce soit un membre du nouveau Front Populaire qui soit proposé par Emmanuel Macron, ce qui ne semble pas être à l'ordre du jour. Donc pas de censure a priori. En revanche, on jugera sur pièce. On jugera les actes de François Bayrou, comme on a jugé sur pièce les actes de Michel Barnier. Il y a un point qui est plutôt positif, on vient d'en parler, c'est la question de la proportionnelle. François Bayrou, sa famille politique, le MoDem, et ils ont toujours été très favorables à la mise en place de la proportionnelle. Nous, on estime que ça peut être une très bonne idée de le mettre en place en vue de prochaines élections législatives l'année prochaine. Emmanuel Macron a dit il n'y aura pas d'élection avant 10 mois. Donc il a l'air de dire qu'il y aura sûrement des élections législatives s'il y a une nouvelle motion de censure l'année prochaine, mais qui seront en septembre prochain, peut-être après l'été. Ce sera peut-être le moment de dégager une majorité claire. Et le système de proportionnel, je pense, qui convient le mieux, c'est un système de proportionnel qui dégage une majorité, un peu comme sur le modèle des municipales ou des élections régionales, ce qui se fait par exemple en Allemagne. Et c'est ça qui permet de dégager une majorité claire, donc pour le parti qui arrive en tête. Et j'espère que le RN réclame de co-construire le budget avec le bloc central. Ça vous paraît réaliste, ça ? On veut effectivement rectifier le budget. Non, co-construire, le mot est utilisé. C'est la même chose. Rectifier ou co-construire, on veut en tout cas que nos revendications soient entendues. On estime qu'on n'a pas été suffisamment entendu par Michel Barnier. Qui a pourtant fait des concessions, hein. Sur la toute fin, qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on demandait. Nous, vous savez... Il ne peut pas appliquer tout le budget voulu par le RN. C'est vrai, mais vous savez... Il a cédé sur 3 de vos 4 lignes rouges. Non, on avait 80 mesures, on a choisi de défendre uniquement 4 mesures. Rouges, et il a cédé sur 3. Effectivement, mais on avait des lignes rouges qu'on avait précisées. Éric Ciotti était président des Républicains il y a encore quelques mois, et il avait dit, et c'était soutenu par Bruno Retailleau, par beaucoup de membres du gouvernement, on a 3 lignes rouges. Pas d'augmentation des impôts. La ligne rouge, elle a été allègrement franchie. Pas de désindexation des retraites sur l'inflation. Ligne rouge également franchie. Et on avait parlé du déremboursement des médicaments. La ligne rouge, visiblement, a été aussi franchie. Donc en fait, sur les 3 lignes rouges que nous, on avait précisées au LR il y a 6 mois, toutes ont été franchies. Donc en fait, c'était pas une surprise pour nous, cette censure. Dominique Simonet. On allait respecter la voix de nos électeurs. Pardon, Daniel Simonet, excusez-moi. Mathilde Panot a redit aujourd'hui, nous censurons tout Premier ministre qui ne sera pas issu du nouveau Front Populaire. Est-ce que vous êtes en phase ? Écoutez, vous savez, je le redis, il faudrait qu'Emmanuel Macron essaye la démocratie. Voilà. Et la démocratie, c'est nommer le Premier ministre issu de la coalition politique qui est arrivée en tête des élections. Et donc, c'est le nouveau Front Populaire qui est arrivé en tête au niveau des élections. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron s'obstine à refuser de nommer un Premier ministre ou une Première ministre ? Il doit nommer Lucie Castet ? Il peut nommer Lucie Castet, puisqu'on s'était mis d'accord au niveau du nouveau Front Populaire sur cette proposition. Qui a de grandes chances d'être censuré immédiatement après sa nomination. Essayons de voir texte par texte ce qui sera. Elle n'en aura pas le temps. Elle n'en aura pourquoi Je vais vous dire une chose. Il y aura d'abord le budget. Il y aura d'abord le budget. Avant tout texte, il y aura le budget. Avant tout texte, il y aura d'abord le budget. Mais tiens, politique générale. Donc, que va-t-il se passer ? Bien sûr. Que va-t-il se passer ? Monsieur Barnier était totalement illégitime. Il était issu d'une formation politique qui avait fait combien, 6% aux élections. Je ne suis pas de sa famille politique, donc je ne sais pas. Vous étiez quand même dans le socle, 5 ou 6%, qui par ailleurs avait refusé le barrage républicain. Et donc il avait été nommé dans une illégitimité démocratique totale pour ensuite essayer de dealer avec le Rassemblement national pour qu'il n'y ait pas de censure. Bon, vous avez vu l'impasse et le chaos total, qui est de la responsabilité d'Emmanuel Macron. Donc, s'il ne veut pas que ça se reproduise, bien qu'il teste autre chose. Là, on a l'impression que ce qu'essaye de faire Emmanuel Macron, c'est de refaire la même chose pour que ce soit la même politique. Comment vous y prendre pour que Lucie Castet ne soit pas censurée après son discours de politique générale ? Bien, pourquoi est-ce qu'il faudrait exiger d'un C'est pas clair parce qu'il n'y a pas de solution, Évidemment qu'elle sera censurée. Votre groupe
Notre groupe l'a annoncé. À partir du moment où les deux groupes l'annoncent, ça veut dire qu'il n'y a aucune solution qu'elle ne soit pas censurée immédiatement. Moi, je vais vous dire une chose. Ça fait 3 mois que vous répétez la même chose, 3 mois que vous n'entendez pas ce qu'on vous dit. Il y aura censure immédiate, madame. Le débat qu'il y a eu sur le budget, puisque cette question, elle est centrale. Elle est centrale. Que le débat ait lieu, voilà, sur le texte, amendement par amendement. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, en commission des finances, dans l'hémicycle, nous avons réussi à mener des batailles et à remporter des majorités sur justement des taxations des dividendes, la restauration de l'impôt sur la fortune et notamment mettre en place un ISF climatique. Nous avons mené des batailles victorieuses qui ramenaient de quoi justement financer la protection des Françaises et des Français. Eh bien, respecter la démocratie, en fait, assumer à un moment donné, oui, une certaine forme... Vous demandez à vos interlocuteurs ce soir de laisser une chance à Lucie Castet. C'est ce que vous leur demandez. En fait, je leur demande juste de respecter la démocratie. Les Français et les Françaises ont voté. C'est quand même Emmanuel Macron qui a voulu retourner aux urnes. Eh bien, qui respecte l'issue des urnes. Pardon, mais... mais c'est le nouveau Front Populaire qui est en tête. Ça peut vous déplaire, je le comprends. Mais madame Simonet, le nouveau Front Populaire est en tête, mais n'est pas majoritaire. Je sais bien d'accord. Vous dites respecter donc certains textes seront rejetés et d'autres ne le seront pas. Mais peut-être que Lucie Castet ne dira pas au-delà de sa déclaration de politique générale. Oui, c'est ça le problème. En fait, ils emporteront la responsabilité. Qu'est-ce que je voulais que vous disiez ? C'est exactement ce qui s'est passé en fait au moment des législatives. En fait, sans s'énerver, on peut s'expliquer et se dire exactement les choses. Pourquoi est-ce que le président a mis du temps à nommer un Premier ministre ? Et pourquoi est-ce qu'effectivement, il n'a pas choisi Lucie Castet ? Parce qu'en fait, quand il a fait la consultation avec l'ensemble des forces politiques du Parlement, il y a 70% des forces politiques qui ont dit qu'ils censuraient Lucie Castet. A priori, je vais vous dire une chose. Attendez, juste Madame Simonet, laissez-moi finir. Tout Premier ministre qui sera nommé par Macron pour continuer la même politique, nous le censurons. Juste finir. Voilà. Non mais c'est pas du donnant-donnant. Je vous explique la situation, ce qui s'est passé il y a 3 mois. Si vous piétinez les gens, eh bien, la censure aura de nouveau lieu. Il y a 70% des forces politiques qui ont dit qu'ils sanctionneraient, enfin censuraient, pardon, j'ai du mal, il est tard, censurer Lucie Castet. Donc c'est pour ça que votre Barnier vient d'être censuré. C'est pour ça, c'est pas mon Barnier, c'est Michel Barnier, il est encore Premier ministre, s'il vous plaît. Donc un peu de respect malgré tout. Et donc en l'occurrence, c'est pour ça. Censuré, là. C'est pour il est démissionnaire. Il est démissionnaire. Et donc en l'occurrence, c'est pour ça que le président de la République a nommé Michel Barnier qui avait une majorité qui ne voulait pas le censurer. Il ne l'avait pas, et d'ailleurs il n'a pas demandé, il s'est pas soumis à la confiance. Vous savez très bien comment ça s'est passé. C'est suite aux consultations où une majorité... Vous savez très bien comment fonctionnent nos institutions. C'est-à-dire que vous auriez pu déposer une motion de censure spontanée, y compris en dehors de la question du discours de politique générale, une motion de censure spontanée, et faire voter la censure directement de Michel Barnier dans les premiers jours de son arrivée. Ça n'a pas été fait. En tout cas, ça a été fait, mais ça n'a pas été voté majoritairement. En tout cas, ce qu'on peut constater ce soir... Vous voyez bien que c'était la seule solution au moment où il a été nommé. Vous pensez à toutes les solutions, sauf à la démocratie. C'est ça qui est complètement dingue. Toutes les solutions sont pensées, mais vous ne voulez pas entendre. Je vous fais un constat. Je ne donne pas mon opinion, je vous fais un constat de ce qui s'est passé il y a 3 mois. Ce qui n'est plus l'actualité aujourd'hui, puisque vous avez fait alliance effectivement avec l'extrême droite pour faire tomber le gouvernement. Vous avez tenté une alliance avec l'extrême droite sur le fond. L'alliance n'a pas fonctionné parce que pour le coup, il a été censuré. Votre camp a tenté une alliance avec l'extrême droite sur le fond et sur les bases de l'extrême droite. Voilà. Et vous avez... Bien sûr. Le déremboursement des médicaments, c'est sur la base de l'extrême droite. Excusez-moi, quand vous avez carrément l'indexation des retraites, c'est sur la base de l'extrême droite. Juste qu'on n'est pas d'extrême droite. Qui cite Marine Le Pen dans un communiqué de presse de Matignon et qui annonce que sur l'aide médicale d'État, il peut revenir sur des principes quand même essentiels dans l'histoire de notre République française. C'est extrêmement grave. C'est que vous avez vraiment, le déshonneur à votre échec. Alors, ne dites pas vous déjà, parce que en l'occurrence, je pense que je vous ai exprimé ma position sur la question de l'AME, et je pense qu'on se connaît depuis assez longtemps maintenant pour connaître nos positions respectives. Sauf que la réalité, c'est qu'il n'y avait pas de majorité à l'époque de Lucie Castet pour cela. Et donc, la réalité, c'est que vous n'aurez pas de majorité. Il n'y en a toujours pas. Vous n'aurez pas de majorité. Donc, faisons en sorte. Politique
qui continue la même austérité. Faisons en sorte de nous mettre autour d'une table et d'essayer de trouver un programme de gouvernement où chacun apporte... Réagissez sur nos propositions. Chacun apporte... Parce que moi, j'ai pas vu les vôtres. Chacun apporte... Si nous avons un pacte porté par Gabriel Attal depuis septembre dernier, depuis cet été d'ailleurs, même pas septembre dernier, depuis cet été, qui a été porté. Chacun, et nous sommes radicalement désaccord. Chaque groupe politique a apporté ses propositions. Le but maintenant, c'est de se mettre autour d'une table et de faire en sorte de trouver des accords sur les propositions. Bien sûr qu'on n'aura pas tout le programme, rien que le programme, comme l'ancien leader Maximo qui était le vôtre proposait. Alors, le but, c'est de se mettre autour d'une table et de trouver, faire en sorte de trouver probablement pas d'accord sur la réforme des retraites, de toute évidence. Bien sûr qu'on sera pas d'accord. Il y aura des discussions. Laissez voter le Parlement. Information, calendrier ce soir, parce que les choses s'accélèrent du côté de l'Élysée. On apprend qu'Emmanuel Macron va recevoir demain les présidents de groupes parlementaires du PS, de la droite républicaine et du bloc central. À ce stade des négociations, le Rassemblement national n'a reçu aucune invitation pour l'instant. Ce soir, le RN n'a reçu. Alors, faut-il y voir... France insoumise non plus. Faut-il y voir... Le groupe écologiste et social non plus, dans ce que vous Pour disiez. Pour l'instant. Mais donc là, c'est le programme. Une petite manœuvre pour. C'est le programme de la journée de demain. C'est le programme de la journée de demain. Faut-il y voir une possible alliance entre les trois groupes précités? Voilà, on aura la réponse dans les jours qui viennent. En tout cas, c'est le programme demain à l'Élysée. Ce sont des consultations. On va retrouver en direct de Matignon Camille Plaisant. Camille, Michel Barnier a donc donné sa démission ce matin et Emmanuel Macron en a pris acte. Oui, tout à fait, Julien. Emmanuel Macron qui en a pris acte, vous l'avez dit, comme le veut l'article 50 de la Constitution. Alors Michel Barnier, juste derrière moi, continuera de gérer les affaires courantes et urgentes. Toute l'après-midi, ici à Matignon, on s'attendait à ce qu'une nomination allait être faite par le président de la République, Emmanuel Macron, qu'un nom allait être annoncé. Toujours pas. Alors, combien de temps cela va durer? Eh bien, un nouveau Premier ministre sera nommé dans les prochains jours. C'est ce qu'a dit tout à l'heure Emmanuel Macron lors de son allocution. Et avec cette question, qui pour remplacer Michel Barnier à Matignon derrière moi? Vous en discutiez tout à l'heure sur votre plateau, Julien. Plusieurs noms ont été évoqués. François Baroin, François Bayrou, Sébastien Lecornu ou encore Bernard Cazeneuve. Le futur Premier ministre devra former un gouvernement d'intérêt général, un arc de gouvernement qui s'engage à ne pas le censurer. C'est ce qu'a encore dit une nouvelle fois Emmanuel Macron. Tout cela est encore donc à décider. En tout cas, Michel Barnier et ses équipes ont sans doute toute l'après-midi fait leur carton qui resteront ici à Matignon jusqu'à la passation de pouvoir. Merci beaucoup Camille pour toutes ces précisions. Daniel Simonet, est-ce que vous reconnaissez, sans aller jusqu'à dire que la gauche se déchire, est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il y a des divergences sur la stratégie à gauche, notamment sur cette future alliance ? Non, je pense pas. Et moi, je vais continuer à dire tout mon attachement à l'unité du nouveau Front populaire. C'est essentiel. C'est parce qu'il y a eu unité du nouveau Front populaire. C'est ce que vous souhaitez, mais est-ce qu'en ce moment, elle est vraiment... Non, je continue. Voilà, est-ce que les socialistes ne manifestent pas une envie de s'émanciper? Écoutez, moi, ce que j'ai entendu, c'est... il me semble qu'Olivier Faure a réaffirmé, par exemple, l'attachement à la question de l'abrogation de la réforme des retraites. Et ça me semble important. Il faut bien se dire une chose. Si la gauche ne maintient pas son unité autour, justement, de points clés comme, qui font vraiment l'identité forte du programme, comme l'abrogation de la réforme des retraites, eh bien, la gauche sera balayée aux prochaines élections. Et là, on a un rendez-vous historique. Est-ce qu'on veut que la France bascule dans l'extrême droite? Donc, non seulement je pense que l'unité du nouveau Front populaire doit être... protégé, défendu, mais en plus je pense qu'il faut aller plus loin. Il faudra être en capacité de traduire cette unité dans les prochaines élections municipales et il faudra être capable d'avoir une seule candidature de tout le nouveau Front populaire à la prochaine présidentielle. Parce que s'il y a deux candidatures à gauche au premier tour, il n'y en aura aucune au deuxième tour et ce sera Marine Le Pen qui gagnera. Donc cette question de l'unité du nouveau Front populaire, vraiment, dans l'association, l'association pour la République écologique et sociale, pour nous, c'est quelque chose de fondamental.
militer pour l'unité. Parce que c'est comme ça qu'on défendra donc ces les socialistes vont rester à l'intérieur du nouveau Front populaire, de votre point de vue. Moi, de mon point de vue, oui, je pense qu'il est essentiel de rester, de continuer à construire et par contre de dire, voilà, il faut une nouvelle méthode. La méthode, ça peut pas être la brutalité des 49.3 de la Macronie. Il faut être capable, texte par texte, de dégager des majorités. On ne peut pas nier qu'il y ait des divergences en ce moment, des tensions au sein de la gauche. Ce qui est assez original et qui ressort quand même de votre échange de ce soir, c'est que vous êtes d'accord sur à peu près rien, vous n'avez aucune convergence idéologique, et pour autant, il y a 3 mois, vous avez fait une alliance aux élections législatives. On n'a pas fait une alliance. Non, c'est faux. Gabriel Attal a appelé à voter pour la France Insoumise.